Hello, everybody, and welcome to another. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode des Parlons des Popotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal Canada est le principal organisme sans but lucratif de défense des droits des patients atteints de cancer colorectal au pays, et Parlons des Popotins est notre série d'entrevues vidéo. Nous échangeons avec des experts du domaine et fournissons des informations utiles ou intéressantes pour vous, les patients, aidants, survivants ou membres de la famille, sur des sujets liés au cancer colorectal dans une ambiance conviviale et décontractée. L'épisode d'aujourd'hui porte sur l'auto-représentation, ce que c'est, comment le faire, et notre invité est Michelle Burley, qui est peut-être la personne idéale pour ce sujet. Michelle est coprésidente du Réseau canadien de défense des droits des personnes immunodéprimées et fondatrice de la communauté mondiale de soutien Les personnes immunodéprimées ne sont pas sacrificiables. Défenseuse et consultante en soins de la santé, elle précise ou conseille plusieurs organismes. Michelle a travaillé près de 25 ans dans le secteur financier avant de recevoir un diagnostic de leucémie aiguë promyélocitaire en 2017. Cette expérience l'a conduite à consacrer sa vie à la défense des droits des personnes atteintes de maladies chroniques. Michelle, je suis ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Mais d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci de m'avoir invité, Carl. Et bonjour, moi je suis Carl Binman, je suis l'hôte, je voulais mentionner ça. Alors oui, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez partager un peu sur comment vous avez appris sur l'autodéfense des droits, ou comment vous avez trouvé que c'était quelque chose que vous vouliez dédier votre vie à faire? Oui, bonjour, merci d'avoir posé la question. Alors, comme vous avez mentionné, j'ai travaillé dans l'industrie de l'investissement pendant plusieurs années, et à la fin de 2017, j'ai commencé à me sentir mal. Je dirais même pas que je me sentais malade, mais vraiment très 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 fatigué. Et un jour, je suis allé au gym, c'était trop difficile de faire quoi que ce soit. Et je me suis réveillé le lendemain avec un muscle serré, et c'est resté comme ça pendant plusieurs jours. Et donc, à travers ces jours-là, bon, je suis allé à l'hôpital et j'ai parlé à eux sur ce qui se passait. Et leur réponse, c'était, ben, c'est un muscle serré, voici des médicaments, et euh, rentrez à la maison et reposez-vous quelques jours. On a commencé ça. Les médicaments qu'ils m'ont donnés étaient très forts, et mes enfants étaient jeunes à l'époque, et donc j'avais pas vraiment l'option de m'asseoir sur le divan et être un zombie pendant plusieurs jours. Alors, je suis allé voir mon médecin de famille il y a quelques jours, et j'avais les mêmes problèmes et j'avais la même situation. Elle a posé quelques questions, et à travers d'autres, elle m'a donné d'autres médicaments. Ben, après avoir pris ces médicaments-là, en 24 heures, j'ai commencé à avoir des ecchymoses. Et donc, un autre appel au médecin: Hey, j'ai des ecchymoses. Tu sais, on m'a envoyé à droite et à gauche. Et euh, la prochaine chose que je savais, c'est que 72 heures après avoir pris les médicaments, bon, j'avais des ecchymoses, mes vaisseaux sanguins ont commencé à éclater, j'avais des hémorragies, ça allait mal. Et même quand je suis allé à l'hôpital la deuxième fois, en très mauvaise condition, j'ai dû me battre avec l'infirmière du triage pour même voir un médecin. Et ça m'a... C'était incroyable. C'est même pas le droit d'une infirmière de triage de décider si un patient est éligible à voir un médecin. Alors, j'avais pas le choix, Carl. J'ai on me renvoyait à la maison, et on m'ignorait, on me faisait croire des choses, et le plus le temps avançait, je me rendais compte que ma condition allait de pire en pire, et on savait pas pourquoi. Et en fait, le moment où j'ai été diagnostiqué, où j'étais à l'hôpital, il me restait 24 heures de vie. 24 heures à vivre. Alors, pour répondre à la question directement, c'est la première journée à l'hôpital où j'étais assis dans le lit, et il y avait une infirmière avec moi tout le temps. Euh, alors, il me faisait avaler des milliers de pilules. J'avais 3 IV, 3 lignes en même temps.
et il vérifiait mes yeux constamment. Puis j'ai appris plus tard que c'est parce que il s'attendait à ce que mon cerveau commence à saigner. Et je me souviens, je me suis viré vers l'infirmière et je lui ai dit, tu sais, ça n'aurait jamais dû arriver, ça n'aurait jamais dû arriver à ce point-ci. Et je peux pas m'imaginer que je sois la seule personne qui a eu cette expérience-là ou qui va avoir cette expérience-là. Alors, je pense que je vais arrêter mon travail et je pense que je vais écrire un livre et je vais donner des présentations publiques. Et l'infirmière a dit, c'est une bonne idée, mais peut-être on devrait juste passer à travers la journée aujourd'hui. Puis j'ai dit, ok. Mais ça, c'était la première étincelle, reconnaître qu'on a des notions préconçues sur la santé et le système de santé et notre rôle dans le système de santé. Et je me sentais poussé à sauter à pieds joints et trouver comment je peux soutenir et rendre les expériences patients meilleures et améliorer les résultats pour les patients aussi. Oui, je pense que notre rôle dans le système de santé, c'est une belle façon de le dire parce que on entend des milliers de patients, pas nécessairement au même niveau, mais pas être pris au sérieux ou avoir leurs symptômes ignorés, surtout avec les patients plus jeunes. Mais l'idée que je vais recevoir des soins, je donne la responsabilité aux médecins, je pense que c'est quelque chose de très universel qu'on apprend. Mais en fait, on est participant dans ses propres soins. Puis si on ne l'apprend pas, quand est-ce qu'on va l'apprendre? À part quand vous avez 3 IV en train de saigner de vos yeux. Oui, je pense qu'il y a un moment où ça c'était plus le cas. Je pense qu'il y avait un moment où les généralistes avaient plus de responsabilités et le médecin de famille faisait tous les tests et faisait la consultation avec d'autres spécialistes. Et je pense qu'il y avait un moment où les patients pouvaient euh, être soutenus par les médecins de famille pour ces choses-là. Puis une des choses que je dis, c'est qu'il y a un moment, ça l'a changé, mais personne ne le dit aux patients, ça. Et ça, je pense que ça a été le réveil pour moi à travers mon expérience que, oh wow, euh, j'ai besoin d'être une participante active dans mes propres soins. Oui, et c'est malheureux de devoir apprendre ça euh, au, à la fin ou au climax d'une situation médicale. Alors peut-être qu'on peut parler un peu de comment inclure l'autodéfense, tu sais, dans l'expérience médicale plus tôt. Et donc apprendre comment le faire plus tôt que tard. Alors, comment est-ce que quelqu'un ou comment pensez-vous que les gens devraient penser au sujet de l'autodéfense euh, dans une situation médicale? Je pense que les gens doivent le reconnaître comme leur responsabilité, numéro un. Et comme j'ai dit, c'est vraiment voir son rôle en tant que participant actif dans ses propres soins. Je pense qu'il y a un élément très humain là-dedans que des fois c'est perdu, surtout quand il y a beaucoup d'émotions ou des sentiments de panique et vraiment l'inconnu. Mais la réalité, c'est que nous avons ces expériences-là dans des situations aiguës ou des situations de l'inconnu. On a ces émotions-là. Mais les donneurs de soins ont leurs propres expériences aussi. Et donc, gardez en tête que quand on a affaire à d'autres personnes, tout le monde passe à travers leur propre expérience et on doit être ouvert d'esprit et faire preuve d'empathie et considérer les autres et se rencontrer dans le milieu pour avoir les meilleurs soins. Je pense aussi que une chose historique qu'on n'a pas eu à faire souvent et qu'on doit faire mieux, c'est rentrer préparé à nos propres rendez-vous. Et donc, comme j'ai dit, il y a toujours beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'émotions quand on parle de santé. Et donc, être préparé pour ces conversations-là, c'est important. Et si ça veut dire... Tu sais, vous savez ce que je fais?
J'utilise mon calendrier dans mon téléphone pour tout. Ça gère ma vie. Si mon calendrier n'est pas rempli, je serai pas là. Alors, quand j'ai un rendez-vous médical et il y a des questions qui me passent par la tête que je veux adresser avec mon médecin, j'utilise la section notes dans mon calendrier et j'inclus toutes mes questions là-dedans. Et je sais quand je rentre, hey, j'ai des questions, je dois poser, je peux l'ouvrir et je peux m'assurer que ces questions-là sont adressées. Oui, ça aide à rester concentré. Si on entend quelque chose qui est difficile, on peut revenir à nos notes. Ah, ok, je dois savoir ça. Oui, exactement. Et si utiliser un téléphone, c'est pas confortable, amener un carnet de notes, amener un proche aidant, quelqu'un qui a une bonne mémoire, qui va se rappeler de ces questions-là. Et aussi être capable de se rappeler des réponses. Alors, si le médecin répond à une question, si ça veut dire mettre des notes dans le calendrier pour avoir ces informations-là pour plus tard. Ou juste écrire les réponses sur le carnet de notes. Je pense que ça, c'est vraiment une belle façon de s'assurer que vous avez toutes les questions répondues et d'enregistrer l'information qui va être utile plus tard. Oui, et comment est-ce que vous pensez que ça aide les médecins ou les professionnels à vous donner les soins dont vous avez besoin? Définitivement, c'est tellement important. Vous savez, je vais vous dire, quand j'étais à l'hôpital, alors mon régime de traitement, c'était euh, 96 rondes de chimio, ce qui m'a demandé à être à l'hôpital souvent, et ça, c'était presque tous les jours. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et beaucoup de temps à discuter avec d'autres patients. Puis une des choses que j'ai reconnues, c'est que beaucoup de patients qui étaient à l'hôpital en même temps que moi ne connaissaient pas les médicaments qu'ils prenaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils prenaient, ce qu'ils faisaient, et ils ne savaient pas s'il y avait des interactions avec d'autres médicaments et ce genre de choses-là. Et ça, c'est critique parce que les médecins sont occupés. Euh, Toutes les infirmières sont occupées. Et donc, euh, être au courant de nos besoins, de nos symptômes, de nos questions, notre régime de traitement, ça les aide à comprendre ce qui se passe pour qu'ils puissent donner la guidance appropriée. Ça nous permet aussi de se protéger dans une situation où d'autres humains font des erreurs, parce qu'on fait ça, on fait tous des erreurs. Et être au courant de cette information-là, puis de nos besoins et notre expérience et partager ça de façon claire, ça va nous aider à avoir des meilleures expériences. Oui, et s'il y a une erreur, s'il y a déjà un dialogue entre les patients et le professionnel, comme, OK, ben là, on peut bâtir là-dessus, puis bâtir sur l'erreur versus une rupture en soins. Oui, puis je pense que dans certains cas, malheureusement, ça peut être très efficace, ça peut affecter une relation positive. Euh, Ça ne fait pas toujours le travail. Il y a des instances où les patients peuvent aller un petit peu plus loin quand ils ont besoin de vraiment défendre leurs droits pendant un rendez-vous. Alors, quand je passais à travers mon expérience, j'ai eu une instance où j'ai eu une ligne, un pic dans mon bras et j'ai dû aller à une clinique tierce partie très fréquemment pour avoir les pansements changés. Et j'ai observé qu'une des infirmières ne, ne, ne suivait pas les procédures de stérilité quand elle changeait. Et j'ai pas besoin d'expliquer les conséquences potentielles de ne pas avoir les procédures de stérilisation quand les gens sont neutropéniques. Oui, alors c'est immunodéprimé. Si on a une infection, c'est très très mauvais. Oui, très très mauvais. En fait, mes neutrophiles étaient 0.0. J'avais aucun système immunitaire. Et donc,
Vous savez, dans ces situations-là, et je vais être honnête, cette journée-là, j'avais pas l'énergie de me soutenir dans cette situation-là. J'étais tellement en mauvais état à ce moment-là, mais après ça, j'ai passé du temps à comprendre c'était quoi la procédure de pic. Alors, j'ai parlé à mon partenaire communautaire, j'ai eu une conversation sur mon expérience avec eux. Et alors, tu sais, nos expériences ne commencent pas et finissent pas dans la pièce avec les professionnels. Si on a besoin, on peut s'éduquer au sujet des procédures et des protocoles. Euh, c'est qui notre soutien en communauté si on a besoin de ce backup-là? Oui, puis c'est quelque chose que je veux discuter. C'est la façon dont j'y pense, c'est que si on est dans la pièce, il y a un. OK, comment je peux prendre quelques étapes, mais stratégiquement, comment on vit notre vie pour qu'on soit capable de faire ces choses-là. Mais avant de poser les vraies questions, je veux juste que les gens sachent que une des façons que vous pouvez vous éduquer ou avoir des ressources ou savoir comment naviguer, c'est vous pouvez nous écrire à CCC. On a des ressources, on a des gens spécifiquement pour vous aider, vous guider. On a des ressources pour l'autodéfense des droits et un suivi sur quoi faire dans une réunion, les questions à poser pour savoir, tu sais, toutes les bonnes choses ici. On est une ressource. OK? Alors, Michel, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez bâtir une pratique sur comment défendre vos propres droits? Oh, comment créer une pratique pour s'autodéfendre? Est-ce que vous voulez dire une routine pour soi-même? Oui, je pense en termes de juste comment le faire faisable sur une base régulière. Ok, je pense que c'est important d'explorer différentes méthodes et trouver ce qui fonctionne pour nous. Alors, si on revient à la prise de notes, par exemple, moi, j'ai des carnets de notes, des pads de notes, j'en ai des milliers. Et peut-être que c'est chaotique pour vous, mais quand je suis à la maison et ouais, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi dans cet espace. Quand je suis à l'extérieur de la maison, j'utilise des notes, des rappels, un calendrier. Ça m'aide à rester organisé. Alors, je pense qu'il y a un essai-erreur pour ce qui est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour les gens. Et je dirais aussi que, en fait, je dirais attendez pas que les choses soient vraiment mauvaises pour trouver le système de soutien. Si la plupart des hôpitaux, en tant qu'exemple, ont un ombudsman ou ils ont un groupe de défense des droits des patients à l'intérieur de l'hôpital qui peuvent soutenir les patients dans la navigation du système de santé. Sachez c'est qui ces gens-là avant de savoir c'est qui. Et meilleur scénario, c'est vous en avez pas besoin, mais peut-être quelqu'un d'autre en a besoin et vous savez déjà quoi faire. Alors, c'est très facile et fluide pour, pour l'autodéfense de devenir la défense des droits des autres. Et ça, c'est une question de vous connaître, savoir ce qui fonctionne pour vous et comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos soins et qui sont les partenaires communautaires. Et juste répéter maintenant, juste continuer. Oui, la répétition, la pratique. Alors, il y a deux choses que je veux discuter ici. La première, c'est, vous avez mentionné l'éducation plus tôt, puis ça, je pense que c'est un gros morceau, mais il y a aussi une question, tu sais, je travaille chez CC, on parle beaucoup aux gens, les gens ont beaucoup d'informations de différentes sources, et une partie d'être capable de s'éduquer, ça veut dire apprendre c'est quoi les sources auxquelles faire confiance, les bonnes sources, les mauvaises sources, et il y a beaucoup de mauvaises informations,
dans les soins pour le cancer. Alors oui, c'est parler aux organismes comme les vôtres ou CCC qui peuvent vous diriger vers du bon matériel. C'est probablement utile dans l'éducation. Mais l'autre chose aussi sur la pratique et tu sais, vous auriez pu me dire, ou vous m'avez dit la semaine dernière, vous deviez aller chercher des médicaments parce que votre enfant était malade, puis là, vous pensiez que vous étiez malade, ils vous ont dit, ah, allez faire ça, vous avez dit non, c'est pas une bonne idée. Je pense que ça, c'est un bon exemple de. Tu sais, c'est une situation sans grande responsabilité, mais vous avez dit ce dont vous avez besoin parce que vous connaissez des choses que les professionnels ne savent pas. Ben, en fait, voulez-vous m'en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai jamais eu un strep de ma vie avant que ma fille aille à la garderie. Et là, j'ai eu un strep à chaque année, 3 années de suite. Et la troisième année que j'ai eu un strep, je suis allé dans une clinique sans rendez-vous. Je savais exactement ce qui se passait. Je l'ai eu avant. Je savais c'était quoi le traitement. Je savais c'était quoi les tests. Alors, je suis rentré, j'ai dit, OK, je pense que j'ai un strep. Est-ce que vous pouvez faire un test de strep? Et le docteur a regardé ma gorge et elle a dit oui, je pense que vous devriez prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille parce que ça n'a pas l'air du strep et ça n'a pas l'air beau. Vous devriez avoir une enquête. Et j'ai poussé, j'ai dit, ben, j'ai eu ça avant, c'est exactement le strep pour moi. Faites juste faire le test, comme ça on le sait, si ça l'est ou ça l'est pas. Je peux prendre le rendez-vous avec mon médecin parce que je veux savoir si c'est quelque chose qui est plus dangereux. Mais pouvez-vous juste faire le test? Et en fait, elle était rébarbative. Et j'ai dû pousser beaucoup pour lui dire, écoutez, si moi j'ai tort, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Faites le test et juste me donner le rince-bouche et les antibiotiques parce que j'ai l'impression d'avoir des lames de rasoir dans ma gorge. Et peut-être ça va être clair. Et oui, exactement c'est ce qui est arrivé. Ils ont fait le test et j'ai eu l'appel quand je me sentais mieux me disant que le test était positif. Alors, oui, encore une fois, juste comprendre l'expérience. Et je pense que des fois, pour moi, le, le principe qui me guide pour la défense des droits, c'est si quelque chose ne sonne pas bien ou vous sentez pas bien ou tu sais, il faut pousser jusqu'à temps que ça clique. Pensez-y comme un casse-tête, un puzzle. S'il y a un morceau qui manque, il y a quelque chose qui est comme ah, il est où ce morceau-là? Et on cherche à terre, est-ce que c'est en dessous d'une chaise? Est-ce que c'est le chien qui l'a mangé? En tout cas, s'il y a un morceau qui manque, puis il y a quelque chose, ça sonne pas bien. Il faut continuer à poser les questions, il faut continuer à creuser jusqu'à ce que le morceau rentre et que le puzzle soit complet. Si moi, je me sens pas bien dans mes expériences avec des professionnels de la santé, j'ai zéro problème de dire j'ai pas fini. J'ai une autre question. Je pense pas que vous avez adressé la question complètement. Je pense pas que c'est une bonne option. Euh, j'ai eu beaucoup de douleurs aux jointures dans mes traitements et je prenais 12 différents médicaments. Je voulais pas prendre un autre. Et écoutez-moi bien là, je suis pro-pharmaceutique quand c'est ce qu'on a besoin, mais s'il y a d'autres options pour moi et ça m'évite de devoir prendre une autre pilule, j'aimerais savoir c'est quoi. Alors, quand j'avais beaucoup de douleurs, j'allais chez mon oncologue et je disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux manger? Est-ce qu'il y a une sorte de nourriture que je peux manger pour aider avec l'inflammation? Et on a eu la conversation 6 fois. Et je vous dirais, la sixième fois, euh, ils étaient pas très heureux avec moi.
mais les réponses que j'ai eues n'allaient pas. Alors, je continue à poser la question. Et la dernière fois que je l'ai mentionné, mon oncologue est rentré dans la pièce et il a dit, j'ai une solution pour toi. Et, et c'est ça que ça l'a pris. J'ai dû poser la question de façon répétée, m'assurer que mon spécialiste comprenait l'importance pour moi d'avoir une solution alternative. Et finalement, il l'a fait et il a trouvé cette solution-là. Mais si j'avais pas posé la question, la quatrième, cinquième, sixième fois, j'aurais juste pris une autre pilule. Wow, c'est admirable, je pense. Et je pense que ça a beaucoup de valeur pour les gens. Il faut juste continuer de demander. Et combien de fois avez-vous demandé pour le test de strep? Au moins 3 fois pendant ce rendez-vous-là. Et je sais que ça peut être inconfortable, un défi, mais comme vous avez dit au début, c'est votre responsabilité. Et donc, à quel point est-ce que vous allez mettre vos besoins au-dessus de l'inconfort des autres? Exactement. Et je pense que vous avez mentionné plutôt sur comment on nous enseigne à naviguer le système. Et en tant que Canadien, on nous enseigne aussi à être poli et gentil. Et je peux vous dire que peut-être ça fait partie d'un gros changement pour moi. C'est que j'ai passé la majorité de ma vie comme ça, ne pas vouloir brasser le bateau ou faire des vagues ou, ou avoir l'air de la folle qui veut pas lâcher le bâton et il y a une question de mon expérience qui a brisé tout ça pour moi et qui m'a forcé à reconnaître que je suis ma meilleure défendresse. On est tous nos meilleurs défendeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens autour de nous qui veulent nous aider, mais il n'y a personne qui comprend exactement ce à travers quoi on passe. Alors c'est à nous de poser les questions. C'est à nous de s'assurer que nos donneurs de soins ont l'information dont ils ont besoin pour faire les bons choix pour nous et avec nous. Oui, c'est fantastique. Peut-être la dernière question que je vous poserai, c'est où est-ce que nous, on peut avoir les ressources dont on a besoin pour faire ça? Alors, vous l'avez mentionné un peu, il y a tellement d'excellents organismes comme CCC qui, qui ont déjà de l'expérience avec des patients. Vous aidez les patients à naviguer leur expérience depuis le début de l'organisme. Et même chose avec les autres organismes qui sont là. Et je dirais que ils sont probablement une des meilleures ressources là. Il y a toujours beaucoup d'informations de disponibles sur les sites web, les autres sites web d'organismes et je ne sais pas s'il y a d'autres qui nous écoutent, mais je n'aime pas lire les pamphlets. C'est pas, pour moi, ça marche pas. Puis c'est ce qu'on disait plus tôt, je préfère parler à une personne et plusieurs organismes ont des fonctions de chat et des lignes de soutien. Et donc, je dirais, utiliser ces organismes-là pour aider. Et je vais partager une opinion qui n'est pas populaire. Et je dirais aux gens qui prennent l'information qu'ils trouvent en ligne avec un grain de sel. Mais je dirais que une des choses avec le plus grand impact que j'ai trouvé, c'était une communauté en ligne qui ont eu un diagnostic comme le mien. Et je me souviens passer à travers certaines expériences. Et quand j'ai eu ma ligne de pic, j'ai eu une réaction allergique
très sévère à l'agent de nettoyage, le chlorhexidine, sur le pansement du pic. Et je l'ai mentionné quelques fois quand je suis allé pour un traitement et j'ai eu un Ah comme réaction quand je l'ai mentionné. Et ça, je trouvais ça très bizarre. Puis je me suis dit, peut-être c'est juste moi. Puis j'y ai pas pensé plus. Puis ça, ce qu'elle a fait, c'est des grosses lésions sur mon bras. Ce qu'il a dit, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites à la clinique non nécessaires pour nettoyer pendant que j'étais neutropénique. Alors, même quand on fait le meilleur travail possible, des fois, on échappe la balle et aller dans la communauté d'autres patients qui ont eu la même chose que moi, ça m'a aidé à réaliser que, wow, c'est pas juste moi. Les gens ont, tu sais, il y a d'autres personnes là qui ont eu une expérience similaire. Et là, maintenant, je peux rentrer avec plus de confiance et dire, hey, je le sais que c'est pas juste moi, puis j'ai besoin qu'on adresse ça tout de suite. Oui, et dans le pire scénario, dans ce cas-ci, c'est pas ça qui est arrivé, mais si vous allez à un endroit, tu sais, ça va être dans le pire cas, vous avez tort. Mais si vous aviez dit j'ai besoin de ça. Oui, puis je pense que il y a de la valeur à trouver des gens qui ont eu les mêmes expériences que vous, mais le grain de sel ici, c'est juste être au courant que ce sont des expériences individuelles et on voit pas les choses de la même façon, on n'a pas tous les mêmes protocoles. Par exemple, le staging ou trouver de l'information en ligne, peut-être ça va vous pointer vers une direction différente, quelque chose de nouveau à explorer, mais vous avez vraiment besoin des experts pour s'assurer que l'information qu'on trouve est valide et utile. Oui, alors je pense qu'on est à la fin des questions. Mais j'aime toujours poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé que je pose, que vous auriez aimé discuter puis que vous n'avez pas eu le temps? En fait, oui, je voudrais partager quelque chose. À travers la COVID, quand plusieurs entre nous étaient assis à rien faire, en fait, j'ai écrit un livre sur mon expérience à travers le système de soins de la santé. C'est le chemin vers une vie courageuse. Et ça parle un peu de mon expérience avec la façon dont on change comment on pense au sujet de l'autodéfense et la responsabilisation et prendre des meilleures décisions, des décisions plus courageuses. Alors, s'il y a quelqu'un qui aimerait voir ça, c'est disponible en ligne. Oui, alors, l'autre chose, c'est où est-ce que les gens peuvent vous trouver votre travail. Oui, alors on peut me trouver soyouvegotcancer.ca et si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le réseau, on peut être trouvé à immunocomprimé.ca. Michel, merci beaucoup. Merci d'avoir été ici. J'ai apprécié les conversations. Merci beaucoup. Bonne journée.